Mais plutôt que d'arrêter ce gâchis, on essaie encore et toujours de trouver plus d'eau. L'eau de la Méditerranée, pour être précis. Mais tous les naufragés connaissent le problème. On meurt de soif au beau milieu de l'eau quand elle est salée. Et aussi incroyable que cela puisse paraître, l'homme a marché sur la Lune, mais rendre potable l'eau de mer, cela reste aujourd'hui encore un problème. Dès les années 60, les hydrogéologues italiens ont tenté d'exploiter la source de la Mortola grâce à un procédé similaire. Ils sont ainsi parvenus à faire remonter de l'eau de source jusqu'à la surface de la mer. Toutefois, la concentration en sel de celle-ci était trop élevée. Au bout de quelques mois, les travaux ont dû être suspendus. Qu'en est-il de la tulipe de Pierre Becker? L'équipe est aux anges. L'eau de source bouillonne dans la fontaine flottante. À première vue, tout semble fonctionner. Mais la joie est de courte durée. Il faut bien vite se rendre à l'évidence, la tulipe n'extrait pas de l'eau potable, mais de l'eau saumâtre. Les tests scientifiques menés par le géologue Éric Gilly et ses collègues le prouvent. Depuis plusieurs décennies, ce professeur d'université étudie les sources d'eau douce en Méditerranée. Avec son collègue Guillaume Telvin, il n'hésite pas à critiquer ouvertement la méthode de Pierre Becker. Les deux scientifiques ont déjà plongé à plusieurs reprises jusqu'à la source de la Mortola pour la soumettre à des tests. Cette sonde permet d'observer la source sur le long terme. Elle mesure la salinité, la température et le débit. Les données enregistrées sont directement consultables sur ordinateur. Oui, alors en fait, ce qu'on a fait, on a installé pendant une quinzaine de jours une sonde dans la source même, en dehors du dispositif de captage, puisqu'il y a des fuites un petit peu partout, donc on peut vraiment mesurer la source proprement dite. Et on a aussi installé une sonde dans la tulipe, en partie haute du dispositif. Donc ça nous a permis de faire la comparaison entre la source et la tulipe pour voir si la tulipe provoquait ou non une augmentation de salinité. Le verdict, il est clair, on a à peu près 16 grammes par litre de plus en sortie de tulipe qu'au niveau de la source. C'est-à-dire que la source avait une salinité supérieure, un petit peu supérieure à 2 grammes par litre, et en sortie de tulipe, on est entre 18 et 20 grammes par litre. Donc le verdict est clair et net, ce système provoque une aspiration d'eau de mer, donc une contamination de la source par la mer. Des valeurs bien supérieures à celles vantées par Pierre Becker. Dès la source, la teneur en sel identifiée par l'hydrogéologue est déjà 2 fois plus élevée. Et 2 grammes de sel par litre à l'arrivée, c'est près de 7 fois le taux recommandé par l'Union européenne qui n'autorise pas plus de 300 mg par litre d'eau. Et ce n'est pas tout. Selon Éric Gilly, la présence de la tulipe entraîne même une augmentation de la salinité. Elle n'est donc pas adaptée à l'extraction de l'eau potable. Pour être consommée, l'eau saumâtre devrait donc au préalable être dessalée. Et dessaler l'eau, cela a un coût. Personne n'a encore réussi à exploiter une source d'eau douce sous-marine. Ces gisements marins représentent pourtant une ressource très importante. En Méditerranée, elles sont assez nombreuses pour alimenter des millions de gens en eau potable. Éric Gilly et son équipe de chercheurs ont donc choisi un autre moyen de collecter cette eau. Dans les collines karstiques de l'arrière-pays niçois, ils traquent les affluents des sources pour ensuite les exploiter au moyen de forages traditionnels. Ces formations de roches calcaires sont une des conditions indispensables à l'existence des sources sous-marines. Le plateau de Cossol, à quelques kilomètres de Grasse, en est l'exemple typique. C'est ici, quelque part dans ces collines, que la source de la Mortola trouve son origine. Grâce à ces analyses, Éric Gilly espère trouver des filets d'eau qui pourront être extraits. Avantage de ce procédé, ici, l'eau n'a pas encore été polluée par le sel de mer. Depuis des années, les hydrogéologues explorent différentes grottes.
Ils suivent le ruissellement de l'eau de pluie jusqu'au cœur de la montagne. Ces derniers jours, il a beaucoup plu. L'eau déferle avec force à travers les voies souterraines. Les scientifiques ont du mal à progresser. L'eau de pluie qui s'infiltre à travers la roche s'accumule pour former de petits lacs souterrains. Ils cherchent un passage. En vain. L'eau est trop profonde. Il faut rebrousser chemin. L'équipe observe la formation de petites stalactites, résultat de l'infiltration de l'eau de pluie à travers la roche poreuse. Éric Gilly procède à des prélèvements. Il veut savoir si l'eau contient des pesticides ou des engrais agricoles. De tels polluants pourraient en compromettre l'usage. Alors en fait, les sources sous-marines ou les sources continentales sont alimentées par l'eau qui traverse la masse des calcaires. Et voilà, là on voit les petites gouttes, là c'est l'eau de pluie qui petit à petit a traversé toute la roche, donc ça fait des petites gouttes, ça fait des petits filets, et ça peut petit à petit former de véritables rivières souterraines, comme celles qu'on a vues. Donc l'alimentation en eau des sources sous-marines, elle est double, hein, c'est à la fois donc ces eaux infiltrées, ou parfois des rivières entières qui viennent disparaître sous terre et qui finissent par ressortir. Au fil du temps, le ruissellement a creusé un véritable labyrinthe de couloirs et de cavernes dans la roche. L'eau s'écoule souvent sur des kilomètres avant de ressortir sous forme de sources, que ce soit sur terre ou en mer. À l'origine, les sources sous-marines se trouvaient sur le continent. Elles ont été recouvertes d'eau salée lorsque le niveau de la mer a monté il y a des milliers d'années. Au terme d'interminables recherches, les scientifiques parviennent enfin au lac où l'automne précédent, ils avaient placé une sonde avant l'arrivée des grosses pluies. Aujourd'hui, les données doivent être analysées. Mais il n'est pas toujours facile de retrouver les appareils. La plupart sont enfouis sous une épaisse couche de vase. Ça, c'est une sonde qui enregistre en permanence la température, la minéralisation de l'eau, c'est-à-dire la conductivité, et aussi la hauteur d'eau. Donc on la met dans un endroit un peu dissimulé parce que ça la protège, pour pas qu'elle soit dérobée par quelqu'un. Et puis on peut la laisser pendant une très longue période. Grosso modo, si on a un pas de temps d'une demi-heure, ça peut durer à peu près 1 an. Voilà. Et ça nous permet de suivre en continu, en quelque sorte, la vie de la source. C'est vraiment l'outil de base pour les études que nous faisons. Plus prometteuse encore, les données sur les cours d'eau collectées par Éric depuis plusieurs années. Ces sources d'eau douce intéressent en fait beaucoup de gens. Bon, d'une part, toutes les collectivités qui se trouvent à proximité et qui aimeraient voir là une possibilité d'augmenter leurs ressources. Et puis bien sûr les grands groupes de distribution de l'eau. Mais bien entendu, actuellement, leur exploitation directe se heurte à toute une série de problèmes qu'on a déjà évoqués, en particulier cette salinité. Mais il est clair que, à mon avis, sont plutôt des recherches à terre pour aller prélever cette eau avant qu'elle se mélange à l'eau de mer. L'idée de capter les sources directement à l'exutoire, sauf quelques rares cas, est a priori une idée qui est vouée à l'échec. Plus le forage est éloigné de la mer, plus l'éventualité de trouver de l'eau potable est grande. Les sources sous-marines sont en contact avec le sel dès leur arrivée à proximité du rivage, puis plus tard sous le sol marin. L'eau est alors contaminée avant même de sortir. Pour autant, dans l'arrière-pays, la partie n'est pas plus facile. L'eau existe en profondeur, mais c'est quand même compliqué de la récupérer.
C'est pas quelque chose qui s'improvise, il n'y a pas de méthode miracle, il faut une analyse fine de ces zones d'infiltration, voir aussi comment la roche est structurée, la position des terrains imperméables, pour se faire une idée de la géométrie et voir quels sont les meilleurs endroits pour implanter un forage. Ici dans la région, il y a eu quelques tentatives qui ont été faites, mais les forages étaient probablement trop près de la côte et ils ont récupéré de l'eau saumâtre. Des expériences vraiment couronnées de succès, il n'y en a pas tellement, sauf au niveau de Marseille, il y a par exemple un forage en amont des sources de Cormiou qui lui donne des résultats très satisfaisants.